Allez, on se penche aujourd'hui sur un document assez fascinant, le manifeste Anticom. C'est une sorte d'opération de piratage culturel qui vise directement le cœur de la logique des géants de la tech. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer direct avec cette phrase qui résume tout. Ils construisent les outils qui accélèrent l'effondrement et achètent simultanément les bunkers pour y survivre. C'est d'une lucidité implacable, non? Ça met le doigt sur l'hypocrisie fondamentale du système. Ceux qui façonnent notre futur n'y croient pas une seconde eux-mêmes. Alors, première étape, comme le propose le manifeste, on va faire l'autopsie du système, un diagnostic froid, clinique, pour comprendre pourquoi il semble littéralement conçu pour échouer. Et ce qui est super intéressant dans cette analyse, c'est qu'elle ne commence pas avec le logiciel, les applis ou les algorithmes. Non, elle dit que la maladie du système, elle commence avec les objets, avec le matériel qu'on a entre les mains. C'est un problème physique avant d'être un problème de code. Regardez ce chiffre, 50 millions de tonnes. C'est juste colossal. C'est la masse de déchets électroniques produits chaque année, une véritable montagne de toxicité qui est la conséquence directe de cette culture du jetable. Et le pire, c'est que dans cette montagne, 80% des composants sont en parfait état de marche. Et voici l'illustration parfaite de cette arnaque organisée. C'est ce que le manifeste appelle le crime du condensateur. C'est simple, on prend un composant qui coûte moins d'1 € et qui craint la chaleur, et on le place exprès juste à côté d'une source de chaleur. Évidemment, il grille. La réparation serait ridicule, mais non, on pousse à remplacer tout l'appareil pour 500 €. C'est la définition même de l'obsolescence programmée. Donc on comprend bien que le problème n'est pas juste matériel, c'est bien plus profond que ça. C'est une fraude psychologique. Le hardware est conçu pour tomber en panne, c'est un fait. Et le software, lui, il est conçu pour nous rendre dépendants. Ok, maintenant qu'on a vu le matériel, attaquons-nous au mythe. On va déconstruire un peu cette image de bienfaiteur de l'humanité que des gens comme Elon Musk ou Sam Altman aiment bien projeter. Et au cœur de leur système, il y a ce concept, le techno-féodalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est un nouveau modèle économique, où les plateformes de la Big Tech sont les nouveaux seigneurs, les propriétaires des terres numériques. Et nous, les utilisateurs, on est devenus des serfs. On paye notre loyer en permanence, pas avec de l'argent, mais avec nos données et notre attention. L'exemple le plus flagrant de cette hypocrisie, c'est sans doute OpenAI. La mission de départ, c'était quoi? Une IA pour le bien de toute l'humanité. Très noble. La réalité aujourd'hui, on pourrait l'appeler Closed AI. C'est un modèle propriétaire, monétisé et le code source est un secret absolu. Le grand discours sur l'IA alignée avec les valeurs humaines, c'est surtout du marketing. Et cette mentalité, elle se voit dans les faits. C'est pas juste une théorie. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a une réserve d'armes, de l'or et un jet prêt à décoller pour la Nouvelle-Zélande en cas de problème. Et ce n'est pas un cas isolé. Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, estime que plus de la moitié des milliardaires de la Silicon Valley ont une sorte d'assurance apocalypse. Ils construisent un monde dont ils sont les premiers à vouloir s'échapper. Et ça nous amène à une autre idée forte du manifeste, la grande razzia. Le mot razzia est utilisé pour décrire comment ces nouvelles élites ne se contentent pas de prendre la place des anciennes. Non, elles absorbent, elles dévorent absolument tout, toutes les ressources du vieux monde, qu'elles soient physiques ou numériques. Ce tableau, il est très parlant. Il montre comment le pouvoir a simplement changé de support. Au XXe siècle, la richesse, c'était le pétrole des Rockefeller, l'acier de Carnegie. Aujourd'hui, c'est la donnée chez Google et la puissance de calcul chez Nvidia. La logique d'accumulation, elle, n'a pas bougé d'un iota. Mais attention, et c'est ça le point le plus important, les nouvelles élites ne chassent pas les anciennes, elles les absorbent. BlackRock, par exemple, a des parts massives dans les compagnies pétrolières et dans les data centers qui font tourner les IA. C'est une consolidation du pouvoir à une échelle qu'on n'a jamais vue auparavant. Bon, face à ce diagnostic qui est quand même assez sombre, on fait quoi? C'est là que le ton change. On passe de l'analyse à la prescription, à la philosophie d'Anticom. Une forme de résistance, mais une résistance qui construit. Parce que ce système, aussi puissant soit-il, a un talon d'Achille. Il a besoin de nous. Il a besoin de notre consentement, de nos données, de notre consommation pour exister. Donc la résistance la plus efficace, ce n'est pas d'essayer de le détruire, c'est de construire une alternative tellement meilleure qu'elle le rendra inutile. C'est ce que le manifeste appelle la sécession douce. L'idée est simple. Pour chaque outil centralisé et extractif du système, on construit en face une alternative décentralisée et autonome. Face à BlackRock, des monnaies locales et des coopératives. Face à la surveillance de Palantir, des serveurs qu'on héberge soi-même. Face à l'agro-industrie, la permaculture. Et toute cette analyse se conclut logiquement par une invitation. Un appel à rejoindre ce que le texte nomme la tribu. L'idée n'est pas de partir en guerre, mais de se rassembler pour fabriquer les outils d'un autre monde.
Et ce n'est pas que de la philosophie, c'est très concret. Comment participer? D'abord, on peut contribuer avec du matériel, nos vieux PC, des Raspberry Pi. Tout ça peut devenir des briques, des nœuds d'un nouveau réseau. Ensuite, on peut contribuer avec l'esprit, du code, des idées, des connaissances, pour construire ce qu'ils appellent un cerveau commun. Chaque petite action locale d'autonomie vient affaiblir la structure globale. Ce qui nous laisse avec cette question en guise de conclusion, et c'est peut-être la plus importante, tout ce système, tout cet édifice ne tient que par notre consentement. Alors la vraie question, c'est que se passe-t-il concrètement le jour où on décide de ne plus le donner?